Clap. Cool, on est parti? On est parti. Mélanie, je suis ravi de te recevoir. Je commence par une question, j'y vais comme ça. Quand on s'appelle l'Office de tourisme de Bordeaux, est-ce qu'on a encore besoin de faire de la promotion? Tellement le nom porte pour tout. Ça dépend auprès de qui. Moi aussi, je suis contente d'être là. Merci pour l'invitation. Oui, je pense qu'on a encore besoin de dire, surtout aux habitants, qu'on est là, que c'est une maison qui accueille les visiteurs, bien sûr, et qui est là pour informer, guider, renseigner, mais finalement, tout le monde, que ce soit un habitant depuis toujours, un nouvel arrivant, quelqu'un qui est juste là pour une journée parce qu'il habite en Nouvelle-Aquitaine. Donc oui, ça, on a encore, c'est un message qu'on a encore besoin de faire passer. J'espérais que tu me répondes ça, parce que c'est exactement les sujets que je vais évoquer avec J'étais toi un peu vu aujourd'hui. arriver, je crois. C'est exactement ça, je veux qu'on évoque. Effectivement, Bordeaux, c'est connu, reconnu. Puis toi, moi, j'y suis depuis une dizaine d'années. J'ai vu la différence, même à l'époque. Tu sais, quand il y a eu élu destination de l'année, enfin, ça a Ouais. beaucoup, beaucoup évolué. Alors, c'était en 2015, 2015, on donc, a ouais, eu ouais. le European Best Destination Award qui a pas mal fait bouger les lignes. Tout ça, bien sûr, après le classement UNESCO, hein, qui était un peu le gros premier coup d'envoi en 2007. Et après, il y a eu le Lonely Planet Award en Exactement, 2017. exactement, je m'en souviens Voilà, plus. c'était des nominations qui ont fait que pendant ces années-là, Bordeaux était vraiment tout en haut Mhm. des bucket list des voyageurs. Aujourd'hui, la donnée a un peu changé, Ah, ça ce qui est pas m'intéresserait plus qu'on mal. évoque ça. Ah ouais, ah bah j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. Tu vois, moi, je laissais le passé au passé, mais on va revenir un peu là-dessus. Tu me diras, ça m'intéresse. Et puis, je voulais qu'on parle de. Vous avez pris un beau virage aussi il y a quelques années. J'ai pas la date en tête, tu me diras, mais sur le côté beaucoup plus parler aux locaux, parler aux métropolitains aussi avec les fusions One ou en tout cas l'export entre guillemets, l'agrandissement de la communication. Qu'on parle un peu d'écotourisme aussi. Je sais que c'est j'allais dire une grande passion, en tout cas, c'est un de tes Ouais, sujets. tourisme de proximité. Ouais, Exactement. Ah, ouais. j'aime bien comment tu l'appelles en plus. Euh, Est-ce que le programme te va bien? Ça me va parfaitement. Ouais. Et est-ce qu'on commencerait pas par te présenter déjà? Allez, je peux faire ça, oui. Donc, je m'appelle Mélanie Tamaveski. Je suis d'origine allemande, mais j'habite à Bordeaux depuis 15 années maintenant. Donc, je suis un peu touriste de longue durée. Ah, c'est marrant ça. Toujours en mode découverte. Toujours Voilà. au bout de 15 ans? Bah ouais, je m'en lasse pas, surtout de cette région dans laquelle il y a Ouais. quand même 10 000 trucs à faire. Et d'un point de vue professionnel, moi, je viens plutôt de l'édition avant de travailler dans le tourisme. J'ai travaillé quelques années dans une maison d'édition qui s'appelle Le Festin, qui existe toujours. Oui. Donc j'ai À Bordeaux? baigné, ouais, qui est basé à Bordeaux. À l'époque, le territoire de cette maison d'édition, qui était aussi une revue dédiée au Mm. patrimoine, était l'Aquitaine, donc l'ancienne Aquitaine. Donc ça m'a permis de baigner déjà un peu dans on va dire, dans les richesses patrimoniales à l'échelle régionale. Et je suis arrivée donc à Bordeaux Tourisme en 2017, justement pour piloter toute la partie tourisme de proximité et voir comment on pouvait valoriser la métropole avec ses 28 communes et toute sa diversité. Mm. Mm. Ouais. On en reparlait avant de commencer l'émission. Grande diversité dans les 28, hein. J'habitais dans une petite commune perdue où il n'y a pas de tourisme et pourtant il faut que tu parles de tourisme. Pas évident, hein. Je t'arrête 3 secondes. Tu viens d'Allemagne, ça fait 15 ans que tu es ici. Tu bossais dans le digital, dans l'édition aussi, ou c'était ton premier job en France? Juste peut-être pour voir les différences entre ici et Alors, là-bas. j'ai fait une fac d'histoire de l'art français et espagnol. Donc, j'ai toujours travaillé dans la culture, dans les musées, dans les galeries d'art. Et en arrivant en France, je manquais un peu d'outils plus concrets. Donc, j'ai refait des études Ok. en com, en alternance, que j'ai fait à la SNCF. Donc, c'était hyper formateur d'être Ah avec ouais. des cheminots. C'était chouette. Et aujourd'hui, c'est marrant parce que le transport devient un sujet assez Ouais. important Mm. dans mon métier. Et voilà, après ces études-là, j'ai été recrutée à la maison d'édition. Ok. Donc, j'ai fait quelques détours dans mon parcours, c'est pas du tout linéaire. Et c'est vrai qu'un ancien diplôme allemand, c'est pas très recherché sur le marché de travail en France, même en 2009. Mais ça n'avait pas une valeur quand même, le fait que tu aies cette culture-là aussi, que t'apportes quelque chose en plus ou... Je pense que c'est apprécié par certaines personnes qui ont cette vision-là aussi du tourisme, du voyage, Mm. de l'ouverture d'esprit. Le fait de parler plusieurs langues, c'est quand même assez pratique.
Donc si, je pense que ça peut être un atout. Mmh. Surtout dans nos milieux, quoi, surtout dans nos milieux. Oui, Et le festin, tu resté combien de temps là-bas? Juste 4 pour ans. 4 ans? Mmh. Et à quel point ça t'a servi aujourd'hui dans ces missions-là? Alors je sais que tu gères beaucoup l'édito aussi, donc j'imagine que Ça m'a servi, à me faire un peu la main sur, tous les outils de la com. En gros, à l'époque, je gère aussi les relations presse, donc ça m'a surtout permis de constituer un réseau de mmh, professionnels, parce que finalement, ces gens-là, on a toujours beaucoup affaire à eux aujourd'hui. Ça m'a permis aussi, voilà, de savoir comment on gère, une équipe, rédactionnelle, comment aborder les sujets, comment varier les angles. C'est vrai qu'à l'époque, on travaillait avec des photographes extraordinaires, donc j'ai eu la chance de voir aussi toutes ces belles images. Et l'image, c'est le nerf de la guerre. Bon, je te raconte rien de nouveau, mais avoir baigné dans ces visuels faits par des vrais mmh. photographes pros, je pense que voilà, c'est là qu'est venue aussi mon envie de voyager local à fond et de bien connaître cette région, ce département. Ça, c'est beau, hein, parce que quand tu disais 2017, donc aujourd'hui, on est en 2024, on n'a que ce sujet-là à la bouche, tourisme de proximité. Mais 2017, on y reviendra un peu, c'était hyper moderne à l'époque, hein. Ah oui, on est déjà moderne à Ouais. Bordeaux Tourisme. Ouais. Bah alors, on va Non, on même a eu la ouais. chance d'avoir une direction avec une vision sur l'avenir. Mmh. Mais si tu veux, le contexte, il était quand même très différent. C'est-à-dire un air de Bordeaux, donc notre marque locale qu'on a lancée à cette époque-là, il y avait deux enjeux. D'un côté, il y avait la métropolisation. Donc d'un coup, l'office de tourisme n'est plus que l'office de Mmh. tourisme de Bordeaux, mais de Bordeaux Métropole. Donc comment est-ce qu'on valorise des communes comme Empire, Bassins, Saint-Vincent-de-Paul et compagnie? Qu'est-ce qu'on en fait de Pour ce les locaux, territoire? quand on connaît les communes, on sait que c'est dur, hein. Il y a des potentiels, mais il faut C'est bien dit. trouver une façon de Oui, l'aborder. Voilà. c'est joliment dit. Il y a du potentiel, ça dépend de nos attentes. Et le deuxième enjeu, c'était aussi de toucher les locaux en disant Mmh. il y a beaucoup de visiteurs, on le sait, vous partagez, surtout pendant la période forte, votre ville avec des gens du monde entier. Et nous, en tant qu'acteurs du tourisme, on a envie que ça se passe bien. Et pour que ça se passe bien, il faut que tout le monde se sente impliqué et concerné par ce qui se passe dans la ville. Donc c'était aussi une façon de dire, voilà, on crée une marque, on crée un site web et tous les dispositifs canaux de com qui vont avec pour créer cette communauté que j'appelle un peu les explorateurs locaux. Mmh. Donc en gros, des habitants lambda, ça va jusqu'à, ouais, plutôt jusque dans les frontières girondines, des gens curieux qui ont envie de se balader et qui se rendent compte au quotidien qu'ils ont beaucoup de chance d'habiter là et qui ont plus envie, voilà, justement de se dire: «C'est cool, je vais en profiter», au lieu de dire: «Oh, en ville, il y a trop de monde», parce que finalement les zones où c'est assez condensé dans Bordeaux, on les connaît. Oui, Mais une ça fait fois quelques au-delà, oui, oui. on n'a pas trop de soucis de cohabitation. Mais j'en reparlerai plus tard de cette acceptabilité qui est un facteur important, ouais. Parce que c'était déjà le cas à l'époque, parce que alors donc on disait, hein, tu vois, j'avais pas les dates en tête, mais meilleure destination européenne et puis le Lonely Planet. Tu as senti qu'il y avait une sorte nous, alors vu de l'extérieur, hein, nous on était déjà en tant qu'agence de com dans le milieu du tourisme, donc dès qu'on rencontrait des clients, des prospects, on parlait que de Bordeaux, de Bordeaux, de Bordeaux, de Bordeaux. Tu dis qu'il y a une sorte d'infléchissement, au bout d'un moment, il y a une sorte de lassitude des publics locaux, ou c'était vous qui avez juste prévu le coup d'après en disant: «Forcément un jour ça va s'aplatir, il faut qu'on trouve une autre solution, une autre manière d'aborder les choses». Ça a été quoi vraiment ce déclic du local? Alors il y a eu un autre, événement majeur qu'il faut pas oublier, c'était l'arrivée de la LGV, Ah ouais, ça, qui a ouais. quand même changé beaucoup Mmh. la donne en termes de tourisme, mais aussi en termes, d'arrivée de nouveaux habitants qui ont forcément impacté les prix de l'immobilier, et il y a eu aussi l'ouverture de la Cité du Vin, donc il y a eu quand C'est vrai même que c'était à la un même période, ouais. enchaînement de facteurs qui ont fait que, ouais, Bordeaux était, sur le devant de la scène et cette envie d'embarquer les visiteurs est venue aussi à ce moment-là où on s'est rendu compte qu'il peut y avoir des tensions. Il y en avait presque pas. Moi, je me souviens de quelques articles de presse parce que quelqu'un a eu la bonne idée de lancer des autocollants,
Parisien, rentre chez Il y avait toi, eu ça à des l'époque, trucs. c'est vrai, hein. Mais ça, c'est des effets de gentrification qu'on observe à l'échelle nationale. Donc, le tourisme a sa responsabilité, je pense, dans ces effets secondaires, un peu. Donc, on avait très vite envie de bouger tous les leviers qu'on pouvait bouger pour éviter que les Bordelais, les métropolitains se sentent un peu Mmh. délaissés et de mieux connaître aussi les nuisances parce que nous, en tant qu'office, on ne se rend pas compte quelles sont vraiment les nuisances que peut créer un Airbnb qui est quand même ultra Mmh. réglementé aujourd'hui. Aujourd'hui plus. Euh, Qu'est-ce que ça peut engendrer vraiment dans la vie de tous les jours quand il y a beaucoup de monde à certaines périodes de l'année. Donc très vite, on a fait travailler un cabinet sur une étude justement d'acceptabilité, la perception du tourisme de la part des habitants. C'est hyper intéressant et c'est vraiment à ces années-là qu'on a commencé à les faire chaque année parce qu'on avait envie de savoir quand même mais quel est vraiment le ressenti. Et d'ailleurs, tu as des résultats. Alors, ça fait combien de temps? 6 ans que tu le fais, cette enquête-là, que tu l'as fait? Cette enquête-là, on l'a fait depuis 2017, je crois, 2010. 2017-2018, Tu as ouais. quelques de tête, hein, tu quelques chiffres comme ça. Est-ce que c'est de mieux en mieux accepté, de moins en moins? Tu as des petites tendances comme En ça qui fait, sortent ou? c'est très bien accepté aujourd'hui. Donc, dans la dernière qui date de l'année dernière, il y a 87% des personnes sondées qui sont des métropolitains qui disent voir un impact positif sur le territoire grâce au tourisme, donc OK. ils ne sont pas du tout réfractaires. Et 90% disent être fiers de voir des touristes arriver à Bordeaux. Et cette fierté, je pense que c'est important parce qu'un habitant qui s'identifie avec son territoire est aussi quelqu'un qui va aimer accueillir Ah oui. et qui va aussi amener du monde dans les sites, que ce soit des musées ou des grands centres d'exposition, qui va avoir envie de partager cette ville, cet amour qu'il a pour sa ville. Et puis là, tu pas juste en train de dire: «Les gens acceptent», on est en train de dire 90% sont fiers, donc Mhm. ça va même au-delà. Tu te souviens du chiffre d'il y a 6 ans sur la Non, il fierté? faudrait que je regarde après. On a des baromètres qui sont publiés sur notre site. Et tu Donc, penses que ça monte ou ça descend ce côté il fierté? faudrait que je regarde. Moi, j'ai l'impression que c'est assez stable, que c'est positif et assez stable. Mais il faut que je te ressorte les chiffres précis. Mais même si c'est stable, c'est beau parce que je veux dire, il y a 6 ans, on parlait un peu de enfin, effectivement, donc je suis bordelais, hein, depuis moins longtemps que toi et effectivement, quand la LGV est arrivée, je me souvenais plus, mais tu avais ces petits, Parisiens, va-t'en et on parle de plus en plus de surtourisme maintenant qu'il y a 6 ans et pour autant, tu dis le sentiment de fierté n'a pas ni baissé ni vraiment diminué, donc ça veut dire que le boulot qui est fait est utile, en fait. C'est utile. Et après, il y a eu aussi une grande action qu'on a menée avec toutes nos parties prenantes qui était Agora. Donc ça, c'était dans le cadre de la conception ou co-construction de notre feuille de route pour un tourisme durable à l'horizon 2026. On a réuni, on était encore en Covid, donc la première année, ça se fait en visio et après en présentiel. On a réuni toutes nos parties prenantes. Et c'était la première fois qu'on a pu faire appel à notre communauté ANR de Bordeaux pour inviter les habitants et pour vraiment travailler avec ces personnes qui voulaient la participation. C'était sur la base du volontariat, mais ils ont répondu assez nombreux pour construire avec nous le tourisme de demain. Donc, il y a à la fois l'étude qui nous donne, ouais, qui prend un peu la température de comment est perçu le tourisme, et en même temps, il y a aussi cette rencontre, ce contact direct qu'on peut avoir avec les personnes qui n'ont pas envie de juste observer, mais qui ont aussi envie de partager, voilà, de donner leur avis et d'être acteurs du tourisme Mmh, chez eux. mmh. Ça, c'est beau, hein, tu vois, on en a beaucoup. Là, on parle d'hospitalité, d'attractivité maintenant, c'est un peu des mots à la mode, même si c'était fait avant, mais on met des mots marketing sur ça. On a beaucoup de clients qui veulent arriver à ce que vous faites, en fait. Comment, donc, idée un peu novatrice à l'époque, gros mouvement, c'est quoi le jour 1? Vous commencez par quoi? C'est d'abord aller voir les élus des 28? Comment ça se passe? Comment vous Oui, faites? il y a deux actions menées en parallèle, hein. Donc, pour bien raconter le territoire, il faut le connaître. Mmh. Donc, moi, comme toi, je connaissais bien Bordeaux, puis les communes limitrophes, Les plus mais connus, quoi. assez peu de potentiel. Il faut dire qu'avant que j'arrive, il y a déjà eu un travail de recensement parce qu'on avait déjà sorti des brochures, on a identifié les sites classés,
les sites classés UNESCO, les sites Jacquer. Donc, on avait déjà quand même une espèce de base de données, comme par exemple la cité Frugès. On savait que c'est un site majeur avec quand même un potentiel touristique ou un vrai intérêt patrimonial plutôt, on va dire ça comme ça. Et après, il y avait des sites naturels, la réserve nationale naturelle des Marais de Bruges. C'est assez rare d'avoir quand même dans une communauté urbaine, d'avoir des réserves naturelles nationales. Donc ces sites-là, on a pu les identifier rapidement avec la métropole aussi, parce qu'on bosse beaucoup avec nos collègues du service nature, service tourisme, service patrimoine de la métropole. Et après, on est allé voir, ouais, donc moi toute seule, j'ai entamé une tournée pour aller rencontrer les mairies. Mais après, il fallait quand même aller encore plus en profondeur et rencontrer les connaisseurs de Mmh. terrain. Donc en mairie, j'ai demandé qui sont ces gens-là qui connaissent vraiment bien l'histoire de la commune et qui se baladent, qui sont sur le terrain. Donc on a commencé déjà à recenser tout ça. Et ça, les mairies connaissaient ces gens-là? C'est un peu une première porte d'entrée. Ça se joue beaucoup au niveau de l'associatif aussi, parce que chaque commune a quand même son asso histoire patrimoine, mais aussi ses assos nature. Après, ce qui nous intéressait beaucoup à l'époque aussi, c'était les loisirs et Mmh. les pratiques outdoor, tout ça. Et tout à l'heure, je disais que ça s'est joué un peu sur deux actions. Donc, l'autre action, c'était lancer le site, constituer une équipe terrain, donc des journalistes qui ont tous une connaissance assez fine déjà du territoire, mais qui ont chacun aussi, on va dire, des sujets de prédilection. Donc, j'ai pu constituer cette première équipe de rédacteurs qui sont partis aller rencontrer justement Patrick, Chantal et Micheline qui font quelque chose sur ce territoire et qui sont passionnés par ce qu'ils font voilà, pour mettre en récit ces communes. Donc là, ouais, donc 2 gros boulots, source et l'offre, parce que oui, effectivement, ça nous paraît d'une évidence, mais sur des communes, tu me parlais des Marais de Bruges, j'ai vécu à Bruges pendant des années, je savais même pas qu'il y avait bon, C'est pas bien. ouais, bon, tu vois? Non, mais ce qui montre aussi Oui, il y que a une méconnaissance, eh ouais, oui, mais on même est par tous les habitants. là-dedans, bien sûr. Eh ouais. Ouais. Et donc alors est-ce que tu as eu un échelon auprès des élus avant? Il y a eu une présentation aux mairies ou tu y Ouais. allais directement et C'est quand même un sujet politique, c'est donc ça, ouais, ouais, forcément, il faut ça l'est animer ce toujours en réseau plus. Mmh. de communes, il faut réussir à les embarquer, à leur faire comprendre l'intérêt. Il y en a eu qui ont eu des offices, qui ont eu des offices fermés, comme Lormont, donc c'était douloureux aussi pour certaines villes de perdre cette Mmh. compétence-là. Ouais, on l'a vu ça. Hem, donc oui, c'était un peu long à mettre en place. Après, on a toujours eu du soutien aussi de notre présidence et c'est vraiment beaucoup le cas aujourd'hui, qui croit beaucoup, en l'importance du développement de ce tourisme de proximité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette stratégie, elle fait partie intégrante de Mmh. notre feuille de route et ça donne, du poids et ça donne aussi quelques moyens et comme ça, on a pu recruter en 2022, une collègue, Roxane, qui bosse aujourd'hui avec moi sur le recensement. Donc, on a refait la tournée Ouais, parce et on est reparti sur le terrain. Beaucoup aussi avec notre collègue Dominique Bunel de la métropole, parce qu'on a besoin aussi de cette connaissance terrain au niveau de l'itinérance. Donc, on travaille vraiment main dans la main. Et c'est à la fois laborieux et hyper plaisant, parce que ça nous emmène, nous, eh professionnels du ouais, tourisme, eh d'aller ouais. voir sur le terrain. Et je trouve que globalement, on ne le fait pas assez. On fait des éductours par-ci, par-là, Mmh. mais parfois, ça nous ouvre les yeux sur l'intérêt de notre métier. C'est de se balader un jour où il fait beau, ça nous arrive, hein, et on revient hyper motivé. Et on se dit, voilà, on n'a pas du tout fait le tour. Donc aujourd'hui, ce recensement, il est fait, il est cartographié aussi. Et le but, c'est de recenser et aussi de mailler, de dire comment est-ce qu'on peut regrouper différents points d'intérêt qui soit patrimoine bâti, naturel, de l'artisanat aussi. C'est très large en fait comme conception d'expérience touristique pas du tout classique. On est vraiment sur la découverte du terrain, mais au travers de ses acteurs aussi. Ouais, donc gros triptyque, portage politique, on le voit, hein, même là aujourd'hui, nous, c'est le principal frein des fois quand on veut mener des projets comme ça où alors souvent, entre guillemets, hein, la destination, la locomotive, c'est pas un sujet, parce que, bah, entre guillemets, il y a un service tourisme plus fort, mais quand on va aller chercher les petites communes, c'est plus dur. Ça, vous avez réussi à l'emmener. Le sourcing du territoire,
vrai que ça, c'est important, comme tu dis. On va pas assez se faire, quand je dis on, les offices de manière générale ne vont pas assez sur le terrain. Ça, c'est clair, mais même, toi, ça me fait écho à des projets où effectivement, certains veulent faire ce que vous avez fait avec un air de Bordeaux, mais en fait, connaissent pas l'offre. Donc, effectivement, ça paraît d'une évidence dit comme ça, mais c'est même par ça que tu as commencé, toi. Tu es parti quelques mois, quelques semaines. Je sais pas combien de temps ça t'a pris. Ah, la première tournée, elle a duré 1 année parce que Ah, donc tu vois, ouais. c'est pas des gens très disponibles non plus dans les mairies, donc le temps de caler des rendez-vous et tout ça. Mais après, c'est aussi sur le temps perso qu'on est allé pas mal se balader parce que c'est pas désagréable en fait le Ah, bah, c'est week-end, ça. se dire allez, je suis jamais allée côté nord ou découvrir le parc des Jalles. Je suis jamais allée observer les oiseaux par-ci par-là. Donc il y a vraiment moult activités à faire. Et ouais, aujourd'hui, c'est plus facile Mm, d'être plusieurs quand ouais. même à faire ce recensement. Et on se rend compte aussi que ce contact qu'on a ou cette dynamique qu'on a pu instaurer avec les communes, ça nous permet à la fois d'être au courant quand il se passe quelque chose. Là, récemment, il y a des halles qui ont ouvert à Bouliac. Quand les halles ouvrent dans des villes, on le sait, ça change l'attractivité et ça draine du Mm, monde et ça crée des moments de convivialité. Donc, ce sont des infos qu'on relaie auprès de tous les métropolitains. Quand il y a voilà, l'infrastructure culturelle qui évolue, on est au courant maintenant, donc c'est super. Et en même temps, comme on dit beaucoup, euh, allez découvrir la nature, allez arpenter le GR, allez tester cette boucle locale, c'est hyper sympa. On a aussi une responsabilité de donner à la fois les bons mm, comportements. mm, mm. Et pour ça, on a aussi besoin de savoir quelles sont les zones qui demandent un comportement particulier, je pense, au parc sur la rive droite. Euh, on a quand même, on le sait, des zones qui sont tellement sensibles qu'on ne peut pas y faire n'importe quoi. Et nous, le fait d'être en contact avec aussi des structures qui veillent justement à la protection de ces écosystèmes, ça nous permet aussi de savoir ce qu'on ne valorise pas, Mm. tout Mais simplement. oui, Parce que, ou ce qu'on ne valorise pas à certaines périodes. c'est que je me souviens, on bossait avec Sud Charente et on disait un jour, Bordeaux a fait une publication sur les lacs bleus. Mhm. Ça montre à quel point vous avez une influence, hein. Ils ont été obligés de fermer le site tellement, bah, en fait, ça a amené du monde. Donc c'est rigolo, c'est que ce que tu dis là, vous avez une vraie influence sur le pouvoir de faire venir les gens à des endroits. Donc effectivement, avec cette petite responsabilité de dire, Grande, grande ouais, ouais, ouais. responsabilité. Donc, C'est à la fois le comportement sur le terrain, mais je me dis, du moment où on a cette expérience nature et qu'on l'apprécie et qu'on se dit, waouh, c'est quand même, ça fait vachement de bien d'être entouré par des arbres, de respirer de l'air pur et d'observer la faune, ben, ça rappelle aussi l'importance de protéger l'environnement. Et du coup, ça crée aussi, on va dire, ça reconforte aussi un peu la conscience écologique qu'on peut avoir. Donc, il y a toute une pédagogie à faire autour de ça. Et, euh, et il y a aussi les transports, parce que quand tu dis oui, vous avez vraiment une influence, c'est le marketing et il est capable du mieux et du pire. C'est oui, on peut dire c'est génial, allez-y, super spot pour se prendre en photo et poster sur Insta, c'est cool. Ou on peut dire bah déjà, il y a un bus qui va, donc il vaut mieux que tu prennes le bus. Mm. Et il faut dire aussi le nom de l'arrêt et dire les fréquences. Ça, on a encore du gros boulot à faire là-dessus. Et après, on peut aussi mettre en relation avec des acteurs type Asso qui font découvrir Mm. à Saint-Médard-en-Jalles, tu peux aller observer les serpents avec Sistu Nature. Tu vois, c'est des activités qui sont quand même assez géniales, qui sont souvent gratuites et à portée de tous. Donc il y avait un gros boulot encore à faire aussi à valoriser cette offre-là et après à constituer aussi une offre. Ouais. Oui, parce que là, c'était pas de la mise en tourisme du tout. Il a fallu le faire aussi là-dessus. Non, là, on a compté un peu sur l'autonomie des gens, leur bougeotte, leur envie de découvrir. C'est vrai que le Covid a bien joué en notre Mm. faveur parce Mm. que les 10 kilomètres ont ouvert les Mm. yeux à certains qui ont quand même un peu halluciné de voir qu'il y a des jolis parcs, des espaces verts vraiment pas loin. Donc, oui, il n'y avait pas d'offre à l'époque. Il y avait l'offre de nos partenaires et il y avait la découverte à faire en autonomie et il y avait l'offre qui est l'infrastructure existante, comme le GR ou des boucles de running. Qui existait déjà. Ouais. Mm. Hyper intéressant. Tu as constitué ton offre, tu es parti, entre guillemets, là, tu es parti te balader, découvrir pendant un an.
tu dois monter le site. Tu m'as dit que tu as recruté une équipe de journalistes. Tu es allé les chercher comment? Combien tu en as aujourd'hui? Avec combien tu as commencé? Combien tu en as aujourd'hui? C'est des pros, pas des pros? On a toujours été une petite dizaine à peu près, pour être sûr d'avoir à la fois des gens dispo et aussi cette diversité des compétences ou des sujets, de prédilection. La première équipe, j'ai pu la recruter parce que, bah, j'avais, un réseau déjà existant, grâce à mon travail, dans l'édition. Donc, les plumes, je les ai trouvées assez rapidement, mais c'était des plumes papier qui ont écrit pour le web. Donc, ce qui était assez intéressant parce que c'est quand même un gage de qualité d'être plume de papier au départ. Mais après, il fallait quand même les amener à une écriture pour le web. Et l'équipe a bougé en 2022. C'était un peu l'année où on a tout remis à plat, on a créé une nouvelle charte, Mmh. lancé une V2. Donc, on s'est dit, allez, on renouvelle tout. Et on a recruté plutôt une équipe avec des affinités rédaction web, qu'on a formé et accompagné beaucoup aussi. Donc, A voilà. Accompagné à la connaissance du territoire ou sur d'autres sujets? Ça, ils sont assez bons tout seuls. En fait, aujourd'hui, dans l'équipe, on a une personne qui est très branchée patrimoine, œnotourisme, cyclotourisme, qui est aussi guide conférencière. Donc, c'est super d'avoir ces multiples casquettes en une personne. J'ai aussi une jeune fille dans l'équipe qui est plus branchée lifestyle et qui est très au courant de l'évolution de l'offre gastronomique, etc. J'ai aussi des personnes avec plus d'affinité d'activité nature, culture, famille, donc ils sont très complémentaires. C'était quoi ta question au départ? C'était comment tu avais réussi comment tu arrives à enfin, sur quoi tu les accompagnes? Ah oui, on les accompagne. En fait, déjà, ils écrivent pour 2 sites. Ils écrivent pour Bordeaux Tourisme et pour Air de Bordeaux. Donc ils ont une mission bipolaire à la base qui est de s'adresser parfois à un mec qui vient, de quelque part en France ou de l'étranger, qu'il faut quand même prendre par la main, qu'il faut expliquer un peu le contexte. Ou bien quand ils écrivent pour Air de Bordeaux, bah, ils peuvent, jouer un peu sur le jargon local ou faire allusion à des petites blagues, qu'on peut faire entre habitants, et on a moins besoin d'expliquer Mmh. tout de A à Z, tu vois? Donc ils ont déjà dû intégrer cette double casquette de rédacteur. Et après, on les a pas mal formés au SEO, pour, avoir quand même, des textes qui se positionnent bien sur les moteurs. Et aujourd'hui, ils ont vraiment une bonne notion, aussi de qu'est-ce un bon sujet, comment choisir son angle, comment choisir un titre, qui intrigue. Et ça, c'est un travail de longue durée parce que c'est des règles, qu'il faut répéter régulièrement. Il y en a qui ont des compétences photo aussi, donc ça, c'est super OK. quand ils reviennent du terrain avec des portraits de gens. C'est super, on aime bien faire ça. Là, tu me dis, il faut qu'ils trouvent les sujets. Comment vous donc équipe d'une dizaine de journalistes, ça produit combien tu produis de contenu, nouveaux contenus par mois, par semaine, par an? Je sais pas comment tu Ah bah, de moins en moins, on en a fait beaucoup. On a un fonds éditorial aujourd'hui de 300 sujets. OK. On a fait une grosse remise à plat cette année parce que j'avais envie qu'on sorte un peu de cette frénésie de production, de toujours produire du nouveau contenu, de toujours partir de zéro, raconter des nouvelles histoires. Et cette année, on a fait un peu une année test. Le grand mot, c'est la sobriété éditoriale, c'est-à-dire faire du neuf avec du vieux et faire mieux avec moins. Faire aussi du recyclage, remixer. Donc ce fonds éditorial, aujourd'hui, on vient piocher dedans. Et là, récemment, je pense que les 3-4 dernières semaines, on a publié que des sujets qui datent de 2017. Que tu as remis à jour en termes de On a date, remis en à termes jour, voilà, tout dépend aussi des sujets, mais je pense qu'en tant que capitaine éditorial, c'est marrant comment on tu le a dis. quand même ces critères de durabilité d'un sujet aussi à avoir en tête. Et c'est quelque chose, ouais, qui m'est venu de plus en plus à l'esprit au fil des années, de voir quelle est la durée de vie de mon sujet, en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait de moins en moins d'articles qui vont entrer dans le détail, qui vont vraiment aller dans la dentelle, qui font beaucoup allusion à l'actu,
On est plus sur des sujets, voilà, qui ont une longue durée de vie, qu'on est amené à mettre à jour peut-être une fois par an, mais pas tous les 3 mois. Donc, si tu veux, les restos et les cafés, les brunchs, on a un peu laissé. C'est ce que alors, tu vois, j'allais dire ça, c'est-à-dire que vous, entre guillemets, vous coupez l'idée de faire, bah, ce que tu viens de dire, les restos, les brunchs, mais aussi tout ce qui est actu, les «quoi faire ce week-end» entre guillemets, ça vous vous interdisez de le faire maintenant? Ah non, au contraire. Alors, c'est vrai que ce que je dis est un peu contradictoire parce qu'on a aussi ce que j'appelle un peu notre produit d'appel, c'est le programme du week-end. Donc, Surtout pour les lo ouais. on a fidélisé Mmh. cette communauté parce que depuis 2017, chaque semaine, on leur prémâche le programme. Donc, on va piocher dans cette offre qui est quand même de plus en plus foisonnante, il faut le dire, la métropole, qu'elle soit culturelle ou à tout niveau événementiel, ça a pris une ampleur de dingue les dernières années. Donc, parfois, on peut être perdu aussi là-dedans, surtout en Quand tant tu que dis nouvel on, vous en arrivant. tant qu'équipe ou nous en tant que Alors nous, on n'est pas perdus parce que maintenant, on a mis en place quand même nos outils pour avoir une bonne veille et d'essayer de servir à la fois mmh, toutes les cibles, mais aussi les différents acteurs. L'Office Tourisme a quand même un statut associatif avec des adhérents qui sont souvent prioritaires, donc on essaie aussi de valoriser nos partenaires. Mais ce programme du week-end nous a permis de créer un rendez-vous hebdomadaire hyper apprécié, ce qui fait qu'aujourd'hui, cette newsletter, elle a un taux d'ouverture de 25-30%. Et on sait que c'est une information appréciée, qui est quasiment pas commerciale. Bon, on a quand même un enjeu de conversion au niveau de visite, donc on aime bien valoriser aussi notre offre en parlant de toute autre chose. Et oui, donc cette info actu qui a une très courte durée de vie, certes, celle-là, on la poursuit parce que c'est par là qu'on arrive à faire venir du monde. ce que j'allais dire, parce que oui, j'entends bien le côté sobriété, mais effectivement, il y a des sujets que sur lesquels tu peux pas trop faire l'impasse. Non, mais c'est une info-service. On est un office de tourisme. Eh, Donc, quand il y a, en reparlant de transport, quand il y a un grand changement de réseau, nous, on est obligé de mettre à jour, d'informer c'est les évident. Ouais. visiteurs sur une nouvelle offre de vélo, de bateau. C'est pas important de les accompagner aussi dans la mobilité douce. Donc oui, on peut pas faire sans cette actu fraîche. Mais je me pose quand même toujours d'abord la question du besoin. Et, et parfois, voilà, on n'a pas besoin en tant que un air de Bordeaux de raconter toutes les dernières adresses qui ont ouvert parce qu'il y a déjà une panoplie de blogueurs, de comptes Instagram ou d'autres acteurs du web qui font ça très bien. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de nous pour que nous aussi, on a à dire. Mais j'aime bien aussi valoriser les valeurs sûres et rappeler qu'il y a aussi des brasseries qui sont là depuis des vingtaines d'années, où il y a un plat du jour pas cher, avec un service impeccable, un décor somptueux. Donc, je pense qu'il faut garder cet équilibre-là aussi. Mais d'ailleurs, enfin, je dis tu, mais presque vous, hein, comment vous mettez en vis-à-vis de tous ces blogueurs, tous ces comptes comme les Coiffeurs Bordeaux, les Où Sortir, etc. Vous êtes en complément, c'est pas du tout le même job, alors que finalement un peu si. Est-ce qu'ils vous mangent un peu de la visibilité? Est-ce que c'est pas des sujets? Comment tu les vois ces Alors, je pense qu'il en faut pour tout le monde et chacun a sa façon de traiter l'info. Et c'est quand même des modèles économiques qui sont bien différents des Mmh, nôtres, eh oui. parce que nous, on ne fait pas payer. Quand on valorise un acteur, c'est parce qu'on est là pour ça et qu'on trouve qu'il fait du bon boulot. Ça rejoint beaucoup les acteurs qui ont un engagement durable aujourd'hui aussi, parce qu'on a quand même ce pouvoir-là de montrer aussi des bons exemples qui peuvent inspirer d'autres. Donc je pense que notre impact, il est beaucoup là. On a une liberté éditoriale assez grande, ça c'est quand même très chouette. Parce que pas de besoin de faire de revenus ou parce que c'est entre guillemets les directions qui disent: «Go, faites ce que vous voulez»? Ah, moi j'ai eu la chance d'avoir toujours eu carte blanche ou presque, une confiance qui est chouette et après aussi une équipe qui travaille bien tout Mmh. simplement. Donc je trouve que le fait qu'on ait notre équipe terrain, la vraie force de frappe, c'est ça en fait, d'avoir des plumes variées, des gens qui écrivent bien, qui bougent. Et nous qui choisissons aussi justement les sujets qui sont pas déjà. Moi, je vois pas l'intérêt de lancer un énième article sur la meilleure chocolatine. C'est des sujets où j'ai les poils qui hérissent parce que je me dis, mais
On a vraiment Eh non, mais besoin de cette information une énième fois. Donc, plutôt aller chercher des sujets de niche ou bien, on parlait de LAC tout à l'heure, parce que nous, on sait aussi quels sont les articles un peu moteurs qui font venir beaucoup de monde. Et justement, quand on a recensé les lacs, on s'est dit, bon, on n'est pas les premiers à les faire, mais notre plus-value va être, on donne vraiment l'info comment y arriver Mmh, sans mmh, mmh. voiture, et là, on rajoute une info complémentaire qui apporte une valeur. Et je pense que Google évolue aussi en direction d'une Mmh, mmh, authenticité, mmh. véracité. Et nos rédacteurs, on a la chance voilà, d'avoir des gens qui connaissent vraiment. Donc, c'est une crédibilité qu'on voit pas partout. Ça, c'est sûr, hein, on le voit, hein, alors, on parle de reconnaissance de l'IA, pour l'instant, il ne les reconnaît pas trop. Par contre, ce qu'il va venir valoriser, c'est le fait que tu aies une information qui n'existe nulle part ailleurs sur les autres sites. Donc là, clairement, le métier d'office de tourisme, Et il a une petite un longueur d'avance, traitement hein. journalistique aussi qui va peut-être au-delà du c'est super beau, pose ta Oui, serviette non, et c'est sûr. bronze, mais peut-être que tu peux aussi aller visiter un petit site patrimonial à côté. Donc, c'est un parcours client Mm. qui, dans le meilleur des cas, commence par justement un sujet qui attire, comme les lacs, c'est vraiment des requêtes, c'est des intentions de recherche hyper fortes, mais qui peut, par le biais d'un bon maillage, atterrir sur ou observer la biodiversité à Bordeaux Métropole. Et pourquoi pas, avec qui est-ce qu'on peut aller se Mm. balader pour en savoir un peu plus sur les arbres remarquables ou le patrimoine de la métropole. Voilà. Ça m'intéresse. Je me dis, si on a des auditeurs qui veulent, entre guillemets, essayer de reproduire le concept, par exemple, les sujets que tu évoques là, c'est tes rédacteurs qui les trouvent, toi tu valides, enfin, dis toi ou l'équipe, hein, ou c'est vous, entre guillemets, qui poussez des sujets et les rédacteurs s'en emparent. En termes d'organisation, comment vous fonctionnez là-dessus? Alors, la parole est ouverte à tout le monde. Après, nous, ce dispositif ANR de Bordeaux, il s'inscrit quand même dans une stratégie de contenu global. Donc, il y a des réflexions faites en interne, en amont, qui rejoignent notre position marketing. Donc, quelle image est-ce qu'on a envie de donner de la destination? Parce que la proximité en fait partie. Et ça se joue bien sûr en interne, aussi avec nos parties prenantes. Après, il y a le côté viral, bien sûr, parce qu'on a des sujets, clairement, dont on sait qu'ils ont plus de potentiel que d'autres une fois que ça circule sur les réseaux. Euh, et après, on a le potentiel référencement SEO. Est-ce que c'est vraiment une intention de recherche? Et là, c'est nous aussi qui posons un peu les jalons en début d'année. Et on essaie toujours d'avoir sur l'année, on va dire, une vingtaine de sujets avec un potentiel stratégique fort qu'on a envie de positionner sur telle et telle requête. Euh, et après, on se fait beaucoup plaisir aussi, vraiment, parce qu'on n'a pas... moi, on m'a jamais dit, l'année prochaine, il faut que tu fasses Mm. 50% de visiteurs uniques en plus. En fait, ça s'est fait naturellement. Donc, je me dis, si on poursuit cette stratégie entre le potentiel image, bon, respecter quand même l'image qu'on a envie de donner, le potentiel viral et le potentiel SEO, on n'est pas trop mal parti. Et pour moi, le dernier potentiel, c'est le potentiel plaisir. Parce que c'est là qu'on est bon, en fait. On va le rajouter. Ce que tu dis Oui. là nous fait penser aux prives chez Oui. nous. C'est exactement ça, hein. On essaye de déterminer en amont, même si ça marche pas toujours, hein, l'efficacité d'un contenu. Donc, comme tu dis, le SEO, la recherche, l'image et la viralité. Avec plaisir, on l'avait pas mis dans la boucle, mais c'est pas bête, c'est pas bête. Une fois que tu as ton contenu, il est donc soumis à un rédacteur où tu dis voilà, j'ai une idée de contenu, j'ai une idée de contenu, qui pourrait le faire? Alors, ça nous est arrivé de faire rédiger à plusieurs mains. Par exemple, on a fait une série sur les quartiers et là, il fallait vraiment aller voir de différentes personnes qui sont acteurs de ce quartier. Le brocanteur, la fleuriste, le restaurateur, l'artiste qui expose. Et en fait, ça nous est arrivé d'avoir des rédacteurs qui habitent tous les deux dans ce quartier. Et on s'est dit, c'est chouette parce que vous Mm. avez une pratique différente de votre quartier. Faites-le à deux. Donc ça, c'est bien prêté. Mais normalement, c'est quand même un sujet, un rédacteur. J'aime bien aussi les séries parce que du coup, on crée les rendez-vous et ça permet de travailler les sujets un peu plus en profondeur. Donc, on a lancé une série avec une rédactrice
qui était un projet Arrêt les vacances. Et on bosse beaucoup avec les transports. Donc Keolis, c'est vraiment un partenaire très proche et très précieux. Et on se dit, allez, on choisit une ligne de tram ou une ligne de bus. Et donc, elle s'appelle Fleur, la rédactrice. Fleur prend le tram C, va au terminus et propose une balade. Ah, c'est marrant ça. Et ça, on l'a fait sur toute l'année. Et TBM a aussi relayé auprès de leur public. Donc, ça nous a permis de croiser aussi un peu nos fichiers. Et surtout, de valoriser ce réseau de transport en commun. Parce que quand on a sorti là récemment une carte pour visualiser ou rendre plus visible toute l'offre proximité, il fallait aussi que le transport ressorte bien pour voir comment je peux atteindre le GR en tram, en bus, un site patrimonial. Et on est hyper bien lotis dans la métropole. Donc je trouve que ce fait de travailler, s'appuyer vraiment sur le réseau, là les bus express changent quand même le paysage. Bientôt on pourra aller à Artigues. Mmh. Ici, on est hyper rapidement. Et du coup, ma balade du dimanche, ma rando, elle est moins contraignante si j'ai pas envie de prendre la voiture. Et tu le sens le nouvel engouement là-dessus? Comment dire? Les contenus que vous proposez autour de ça fonctionne bien? C'est reçu et apprécié j'imagine, mais il y a la rencontre entre le public et les contenus ou c'est encore un peu dur à J'ai pas les données pour bien mesurer ça pour l'instant. Moi, j'ai des indicateurs comme le temps de lecture, par exemple, d'un article pour savoir est-ce qu'il a survolé ou est-ce qu'il est allé jusqu'au bout. Donc, il est plutôt bon, ce taux de lecture moyen. Euh, Comment dire, il y a aussi un objectif de pédagogie, en mais oui, fait. Donc évidemment. là, typiquement, cette série-là, on n'a jamais faite en se disant, waouh, il y a un Mmh. vrai potentiel de recherche Ouais. pour que faire avec la ligne B. Non, en fait, quand je tape sur Google tram C, ligne B et D, je veux savoir comment aller d'un endroit à un endroit A. Donc, c'était pas stratégique, cette série-là. Elle était stratégique dans le sens où on avait envie de travailler sur ce message, de dire, en fait, tu peux l'aventure, elle est au bout de ta rue et tu peux monter dans le tram B et aller te balader le long de l'Aubourg, rejoindre le GR et faire ta journée dans la nature et revenir le soir tranquille. C'est intéressant ce que tu dis et dans ce cas-là, effectivement, quand ton contenu a un potentiel de recherche SEO, la voie d'entrée, elle est royale. Il tape ça sur Google, il tombe sur ton article, c'est nickel. Dans l'autre cas, c'est à toi de le promouvoir en amont. Donc j'ai envie de t'amener sur ces sujets. Aujourd'hui, sur les réseaux, tu vois, TikTok qui est arrivé, on les voit, hein, tous j'allais dire ces TikTokers, si, ces TikTokers au format court, très ancrés dans le paysage local. Vous y allez là-dessus? Pas encore. Vos rédacteurs, tu disais, il y a 7 ans, on avait des rédacteurs print qu'on a amenés vers le web. Est-ce qu'aujourd'hui, tes rédacteurs web, tu les amènes vers de la rédaction social média? Ou est-ce que tu as des créateurs de contenu qui arrivent? Ce pas des sujets que vous avez. Vous en êtes où Alors, ça là-dessus? nous est arrivé de bosser avec des créateurs de contenu. On fait des accueils influenceurs locaux. C'est plutôt notre département presse qui gère ça, mais on a toujours de très bonnes expériences parce qu'il y a quand même dans les producteurs de contenu des gens qui font ça avec des valeurs qui sont proches des nôtres, c'est-à-dire la découverte du territoire avec une volonté d'avoir un impact le plus faible possible et aussi une approche de slow où on prend le temps, on part à la rencontre des acteurs. On a réussi à trouver des jeunes qui font ça bien. Dans notre équipe, c'est peut-être quelque chose qu'on va développer un peu plus, ouais, parce que on l'a testé cette année. Roxane, elle s'est associée avec Loïc, qui est notre CM, qui Mmh. gère les gros comptes de Visité Bordeaux, et ils ont pris un plaisir fou à écrire ces storyboards et à amener sous forme de petits formats vidéo les gens sur l'expérience périurbaine, hein, se balader, faire une visite suite à Artabègle, une journée de balade à Mérignac où on va faire un saut au marché, on va faire un bon resto, après on se balade au parc de Bourran. Donc je trouve que c'est hyper complémentaire. Et surtout, quand j'ai vu quel plaisir ils ont pris à faire ça eux-mêmes, parce que nous, on délègue quand même beaucoup Mais de oui, production de contenu, et d'être nous-mêmes un peu acteurs, c'est cool. Et ce que je regarde un peu avec un œil inquiet, c'est cette dépendance des algorithmes. C'est mmh. pour ça que nous, notre newsletter, je l'apprécie, et je trouve que cette communauté, elle est
elle vaut de l'or dans le sens où on est maître de notre communication. Et c'est quand même une façon de communiquer assez intime parce qu'on les atteint directement dans leur boîte mail et on maîtrise notre communication. Donc moi, j'aurais plus tendance à développer à fond cette communication assez directe. Bon, on est bien sûr qu'on développe aussi notre visibilité sur les réseaux, mais TikTok, moi je trouve que c'est vraiment la peste du siècle. C'est peut-être une parole Non. de vieille, mais je trouve Oui, que mais je te rejoins. Nous sommes ça deux vieux. génère tellement de bullshit Mmh. et de tellement de fake news et tellement ben, on est déjà bourré du crâne d'informations. Donc, et raconter une histoire et prendre le temps, c'est quand même un peu un art, quoi. Et ces formats-là ne s'y prêtent pas, quoi. Donc, c'est un peu Alors, contradictoire. je fais mon boomer parce que je suis d'accord avec toi. Ouais, Et tu vois, je bosse dans le marketing dans la com depuis 15 ans. ouais, Et mes enfants, alors, le grand a un peu grandi, mais jusqu'à l'âge de 4 ans et demi, pas un écran. Je suis contre ça. c'est bien, t'as tenu. J'ai tenu, mais Ouais, je fais ce métier-là, tu vois, la ouais, contradiction au possible. Et donc TikTok, je pense la même chose, c'est-à-dire que d'un point de vue de l'humanité, je suis pas sûr que ça nous emmène vers du meilleur. Mais par contre, si je mets ma casquette de communicant, c'est merveilleux. C'est-à-dire que nous, dans le tourisme, on le voit, hein. Par exemple, tout ce jusqu'à le présent, quand on voulait valoriser une activité un petit peu, bah, un peu à un air de Bordeaux, qui ne soit pas un coucher de soleil, qui soit du petit patrimoine, qui soit une activité un peu intime, sur les leviers classiques, ça marchait pas, je trouve. Tu mettais une photo sur Instagram, t'en parlais sur un article web, ça faisait une bulle ou presque. Et TikTok, je trouve, par son format un peu plus brut, moins monté, moins esthétique qu'Instagram, paradoxalement, sur des petits sujets, sur des sujets un peu plus intimistes comme ça, a permis cette émergence. mais il doit y avoir des niches, Mm. bien sûr, de communautés. Moi, franchement, je fais des raccourcis, aussi des booktokers qui parlent hyper bien du livre auprès des jeunes. Donc, je ne veux pas Mm. diaboliser ce canal-là, mais je pense qu'il faut se poser la question dans l'autre sens. C'est plutôt quelle image ou quel Alors, imaginaire est-ce qu'il faut créer pour faire bouger les lignes de qu'est-ce un voyage désirable, en fait. Et c'est pas tant le canal, mais c'est vraiment l'image qu'on produit. Forcément, elle va marcher mieux sur un tel et tel canal que sur un autre. Mais tu vois, le fait de toujours suivre un peu ces canaux-là pour finalement quoi? Pour atteindre la plus grosse audience, ben moi, sais pas ce qui m'intéresse en premier. Moi, je préfère toucher mais bien une petite communauté avec un message fort et des idées concrètes et quelques valeurs et en plus tu as ce que tu dis ce petit patrimoine, on va l'appeler comme ça, ce site, il n'y a pas de ouais, puis il on est dénigre chouette, rien, mais voilà. ça peut faire un peu waouh quand tu sors du tram et tu dis Mm. ah tiens il y a quand même un super spot ici, je pourrais venir un dimanche après-midi, mais c'est pas un truc qui fait waouh. Ben, pour faire en sorte qu'on ait plus envie d'aller voir ces spots-là et justement pas ces falaises de Pyrénées où on fait la queue pour se prendre en Mm. photo avec son téléphone pour tout de suite poster la photo. Ouais, je pense qu'il y a vraiment ce travail-là. Je pense qu'il y a un mouvement qui est en cours. Et je pense que nous, en tant que communicants, on a un rôle à contribuer aussi à changer ces paradigmes-là et à alimenter la machine d'images qui racontent la découverte différemment. Je dis pas qu'on doit montrer que du petit patrimoine parce que ça va pas marcher, mais de porter sur des messages un peu différents. Et tu vois, aujourd'hui, quand tu tapes voyage dans Google, tu vas voir des plages de sable fin, des cocoutiers, des destinations lointaines. Et si on veut atteindre les accords de Paris d'ici 2023-30, on doit baisser de 50% les émissions de gaz à effet de serre qui sont produits par le secteur du tourisme par rapport à 2018. La tâche, elle est colossale. Donc nous, en tant que communicants, on a un pouvoir incroyable finalement. Il faut juste qu'on soit assez nombreux et qu'on se mette un peu d'accord sur quels sont les nouveaux codes en fait. Et je trouve que ce travail sur la photo, c'est vraiment un travail de longue haleine parce qu'il faut déjà identifier les lieux, il faut se poser la question de l'angle, du brief, de quelle personne mettre en avant, la diversité. Tu vois, c'est aujourd'hui, c'est tellement contraignant parce qu'on a envie de montrer le voyageur mais dans toute sa diversité. Et,
et on doit quand même donner envie, on doit quand même séduire. Donc c'est un peu un jonglage entre les deux. Mais je trouve, tu as des initiatives comme Itinéraire Bis qui travaillent vraiment sur cette création d'un fond, en fait, Mmh. d'images qui racontent différemment le voyage. Je trouve ça rassurant de voir que ça existe. Donc, des acteurs comme Molo qui misent à fond sur le train. Et c'est des jeunes, hein, Mmh. c'est des influenceurs aussi qui disent, en fait, j'ai voyagé tout l'été en train, c'était génial. Je dis, ouais, bah là, je veux bien le pouvoir de TikTok pour des messages comme ça. Alors, tu vois, mais c'est ça, parce que nous, on se pose ces mêmes questions-là, hein, en tant que communicants. Et je reviens à mon sujet de petit patrimoine, de diversité, etc. C'est le même sujet. Parfois, on l'a beaucoup, on commence à l'avoir, nous, en remarque, et on se pose la question, c'est de se dire, et je trouve que tu le résumes pas mal, c'est, en fait, parfois, on ne veut pas aller sur le média parce que c'est le média. Je n'irai pas sur TikTok parce que c'est très bien. Bon, mais on a un message à faire passer qui est inconnu du grand public, donc pas de potentiel de recherche. Si on revient à un autre basique, pas de potentiel d'image, parce qu'aujourd'hui, c'est pas sexy. Ça veut pas dire que demain, ça le sera. Mm. Donc, du coup, on va chercher du côté du potentiel de viralité. Tu tournes du côté de la viralité, tu as du TikTok. Je coupe je Mm. raccourcis, hein. Et nous, on se dit, mais en fait, parfois, c'est intéressant d'aller chercher des codes. On va prendre TikTok, mais on pourra en prendre d'autres. D'aller chercher des codes un peu où de prime abord, tu dis, Pouh, à quel niveau je vais abaisser mon contenu. Sauf que c'est la seule manière aujourd'hui à ce que ce petit patrimoine, tu arrives à le valoriser parce que l'algorithme, malheureusement, va pousser ce type de vidéo-là. Alors, par contre, tu vas pas montrer les gens qui dansent, j'exagère un peu. Tu vas montrer ton petit patrimoine en te mettant dans les chaussons de l'algorithme. C'est ce qui fait que tu arrives à montrer ce petit patrimoine qui jusqu'alors était inconnu du public. Donc, tu vois, on se pose ces questions-là de se dire, en fait, ce média-là peut nous permettre d'arriver même à ce but ultime des accords, en fait, en disant, à force d'avoir montré, bah, les gens prennent conscience plutôt. Ouais. Mmh. Mais il y a encore beaucoup de gens embarqués là-dedans, ouais. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu David contre Goliath. Ah oui, ah mais c'est Mais sûr. oui, je suis d'accord avec Mmh. toi. Je pense qu'il ne faut pas être fermé par rapport aux canaux et se permettre aussi de tester les choses. Mmh. Nous, aujourd'hui, on n'a pas ouvert ce canal clairement parce qu'il ne nous donne pas envie et parce qu'on n'est pas staffé aussi. Il faut être quand même, faut avoir des grosses équipes aujourd'hui Ouais, pour ouais, surtout ça, ouais. alimenter régulièrement Mmh. les réseaux. Cette année, on s'est plus concentré sur construire l'offre et presque l'ingénierie Mmh. touristique en fait. Mmh. Donc c'est vraiment une nouvelle brique qui s'est rajoutée à ce travail autour de la proximité. Et ça, c'est très plaisant aussi, parce qu'on a quand même passé des années à dire allez-y, allez vous balader sur le GR, c'est génial, prenez votre vélo le dimanche et vous longez le parc des Coteaux, vous aurez les plus belles vues et les plus jolis panoramas. Mais on n'a jamais pu dire, en fait, on a quelqu'un qui est vraiment connaisseur et qui vous Mmh. embarque, Mmh. et partez avec lui. Donc là, cette année, c'était un peu le gros travail qu'on a mené avec nos guides pour travailler aussi sur une offre guidée très concrète. Et je suis agréablement surprise de voir qu'il y a quand même des gens qui ont envie de faire ça et qui, un samedi matin, veulent bien prendre 2 heures pour se balader du côté de Bègle, de Talence, de Lormand, de Gradignan. Et, et de voir qu'il y a aussi ces habitants qui ont cette faculté, moi j'appelle ça le muscle de l'émerveillement. Tu Ah, vois, c'est marrant. c'est le truc qu'on est obligé à entraîner, Mmh. sinon on le perd. C'est-à-dire être capable de faire waouh devant quelque chose qui n'est pas un grand paysage exotique, mais qui peut être une petite sculpture dans l'église à côté de chez toi, qui peut être une hupette de facier que tu découvres par hasard dans ton jardin ou un pivert, tu vois. Tu te dis, waouh, il y a quand même cette biodiversité à côté de chez moi, il y a cette beauté patrimoniale. Et moi, je pense que le message qu'on porte, c'est beaucoup ça. C'est n'oubliez pas de vous émerveiller devant des choses qui sont là, qui sont assez exceptionnelles finalement. C'est pas les Niagara Falls, mais c'est la réserve naturelle de Bruges. Et on entend la rocade, ça nous berce un peu, mais on peut voir les crues cendrées et avoir ouais, l'impression d'être en plein milieu de la nature.
Donc pourquoi je raconte ça? Alors, en tout Pardon, cas, je rebondis je suis parce partie dans tous les sens là. non, mais c'est très bien, mais on a trouvé ça y est, on vient de trouver l'angle touristique de Saint-Vincent-de-Paul. Ah J'ai des oui, pivers et des huppets faciès dans mon jardin, donc tu vois, on a trouvé. ouais, Je reviens vite fait un truc, parce que je suis entièrement d'accord avec toi, mais on s'arrête 3 secondes dessus. oui, Tu disais, la course à l'algorithmie, mais tellement d'accord. Alors en même temps, on dit ça, mais on est, emprisonné par l'algorithme, mais on veut s'en sortir et je pense qu'on a raison. Et comme tu dis, il n'y a que notre base email qui nous appartienne vraiment. Google demain change son algorithme, on est coincé. Tu vois, on est au mois de novembre, là, ils sont en train de faire ce qu'on appelle un core update. Ben, en fait, bon, un site d'office de tourisme, a priori, ça bougera pas, mais des petits sites, ça peut bouger. Comme tu dis, les algorithmes, bah, on a commencé tous par 10 ans à faire des millions de vues sur Facebook. Aujourd'hui, il faut payer. Instagram, la même chose. TikTok demain, et ceux qu'on ne connaît pas. Et la newsletter, il n'y a aucun algorithme qui va faire en sorte que si tu envoies ta newsletter à 100 000 personnes, l'algorithme de ton routeur mail va dire non, non, je l'envoie qu'à 1000. Donc, effectivement, les 1000 personnes que vous avez dans votre base email vous appartiennent à 100%. Donc, moi, on essaye de se battre aussi là-dessus en disant, mais développer ça et envoyer des emails. Tu disais, on envoie un email par semaine, ouverture de 30%. Nous, on a beaucoup de clients qui disent, on veut pas envoyer trop d'emails, mais ça choque pas d'envoyer 40 vidéos par semaine sur ouais, TikTok. ouais, Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. Combien vous avez aujourd'hui juste pour parler chiffres, pour ouais. aiguiller, hein. Puis si t'as pas les chiffres exacts, c'est pas grave, mais à peu près en volume de base email, tu sais à peu près Alors comment? sur la clientèle locale, donc qui sont c'est une base de données girondine, on envoie la news du jeudi d'un air de Bordeaux à 30 000 personnes. C'est beau, hein, 30 000 personnes de locaux qui vous suivent chaque semaine. Non, mais Oui, ça commence à être un beau oui, chiffre, hein, après ça c'est aussi je veux dire, le confort d'être dans une grande maison et d'être aussi dans aussi. une équipe formidable, hyper complémentaire, où on a tous contribué à ce que cette base de données, elle s'enrichisse, parce qu'on travaille beaucoup avec le marketing, hein. Mm. Donc il y a forcément dans le CRM des clients qui figurent dans plusieurs données, dans plusieurs bases, pardon, ouais. Et quelqu'un qui achète aujourd'hui une escapade locale, bah, il va automatiquement rejoindre ce fichier-là, bien sûr, avec un accord. Donc oui, c'est fort. Et ce qu'on a fait en 2021, on a sondé un peu notre communauté, parce que je trouvais intéressant aussi en fait, on a cette possibilité-là de demander, en Oui. fait, qu'est-ce que vous aimez, pourquoi vous venez, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui. Et il en résultait en 2021 qu'on n'était pas assez axé famille. Donc, on a lancé vraiment un agenda dédié aux activités à faire en famille, qu'on appelle les sorties kids. Et il y a une newsletter dédiée qui part en début de mois. Et je cite l'exemple parce que je trouve que, encore une fois, le ratio base de données, taux d'ouverture est intéressant. On a une base de données de 2500 personnes. Donc, Sur les c'est kids. sur les kids. Donc, en gros, c'est des parents, c'est des grands-parents aussi, peut-être aussi des enseignants, voilà, qui veulent être tenus au courant de qu'est-ce qu'on peut faire avec les kids dans la métropole. Et on a un taux d'ouverture qui est aussi entre 45 et 50%. Ouais, ça m'étonne pas. Et c'est une fois par Mm. mois. Et moi, je regarde les click maps aussi parce que ça m'intrigue quand même. Qu'est-ce qui les intéresse? Qu'est-ce qui interpelle? Et donc, c'est l'agenda, encore une fois, comme le produit d'appel Mm. du programme du week-end. Finalement, c'est l'info-service qui fait venir le monde. Et derrière, on peut développer, proposer des visites guidées, des activités à faire en autonomie. Et moi, je trouve ça chouette parce que c'est un peu un exemple de inbound marketing, en fait, de Mais c'est voir exactement ça. comment est-ce qu'on peut mieux connaître notre audience et leur fournir l'info qu'ils demandent, en fait. Et moi, personnellement, les newsletters dont je ne me désabonne pas sont les newsletters qui sont bien écrits aussi, ou qui ont une vraie patte éditoriale. Et ça, c'est un truc qui n'est pas évident à Mm. travailler, surtout quand tu l'envoies de façon hebdomadaire. Mais qu'est-ce qu'on tourne en rond parfois à trouver des accroches? Tu peux faire allusion, oui, à l'actualité, à la météo, aux vacances. Et ça fait 7 ans, donc forcément, tu as l'impression de raconter toujours la même chose. Et là, l'avantage d'avoir l'équipe, c'est aussi d'avoir parfois des pattes un peu différentes. Et toi, naturellement, tu amènerais les choses peut-être différemment que moi, tu vois. Donc, on a quand même la chance de pouvoir tourner un peu. Mais je pense que dans les acteurs qui envoient des newsletters, qu'ils soient dans le domaine du tourisme ou non,
c'est soigner sa newsletter. C'est vraiment, je pense que c'est une stratégie gagnante. Ah, je suis d'accord et c'est souvent le parent le maillon faible le parent pauvre ou le maillon faible Ouais. de toute stratégie, hein, juste pour avoir un ratio. Parce que tu me dis 30 000, moi j'en vois là qui rêveraient d'avoir ça déjà sur la partie touristique. Tu as une idée de la partie justement plus tourisme? Le volume que vous juste pour avoir un ordre Ouais, d'idée? on a un CRM bien en opérationnel qui nous donne beaucoup de chiffres intéressants depuis cette année. Je pense que parce qu'on a scindé en fait par géographie nos différents newsletters grand public. On a aussi une newsletter pro. On a aussi une newsletter pro locale pour animer le réseau des communes. Je pense que la régionale, elle part à 50 000 à peu près, ou la nationale. Ouais, parce qu'après, c'est à l'échelle nationale, public francophone. On est autour de 50, je crois. Ouais. Et c'est beau parce que souvent les ratios sont pas du tout ceux-là. Tu es sur un 90-80, là vous avez 50 000 nationales, 30 000 locales, ça monte, Peut-être un peu plus, ouais. Mais c'est dans ces mais ça eaux-là. reste dans cet ordre-là, quoi. Oui, mais encore une fois, tu vois, le vrai art, c'est quand même après dire comment je, comment je partage le gâteau de l'info, quoi. À Eh ouais, qui eh ouais. j'envoie, quel type d'info, à quel moment de l'année. Et puis on a aussi une clientèle étrangère qui va Mmh, servir. On sait que les Espagnols, ils viennent pas à Bordeaux pour les mêmes raisons que les mmh. Britanniques. Ils vont pas avoir le même comportement en termes d'achat, d'hébergement. Donc en tant que producteur de contenu, on est obligé aussi de, ouais, d'être parfois un peu espagnol dans notre tête ou de connaître les envies des Anglais. Parce que là, même sur les publics étrangers, vous avez des newsletters dédiés? Oui. Alors attends, combien à peu près, juste comme combien de newsletters dédiés? Tu dis Alors, local, régional, national? local, hebdomadaire, mensuel ou bimensuel régional, bimensuel national. En fait, on se cale pas mal sur les vacances scolaires pour ces newsletters régionales et nationales. Et après, on envoie aux Allemands, aux Anglais, aux Espagnols et aux Portugais et aux Italiens une ou deux fois par an. OK, ah oui, OK. Bon, Donc c'est vraiment des périodes fortes. Oui, oui, Mais c'est j'imaginais un c'est notre mensuel. première Première année, année? hein, et on suit cette stratégie bien décortiquée. Et ça nous a fait très peur quand on a vu arriver ce planning. On s'est dit, waouh, tous ces newsletters envoyés. Mais finalement, Ça passe. ça va. Et puis, comme tu as quand même des fréquences assez légères, bah, ça te permet d'anticiper ton contenu, de le Eh préparer. ouais. Et puis, il ne faut pas non plus croire que c'est parce qu'on a raconté que Bordeaux est magnifique en hiver que tout le monde va venir à Bordeaux cet hiver pour aller au marché de Noël. Non, Malheureusement ils non, vont quoi. pas. Malheureusement non. Donc Voir le fameux c'est sapin, oui, donc là on est plus sur un impact local, régional que voilà, les autres ils vont à Strasbourg. Vous êtes combien dans l'équipe pour faire ça? Alors Euh, peut-être un air de Bordeaux, l'équipe un air de Bordeaux, enfin c'est multitâche ou tu as vraiment une équipe un air de Bordeaux? alors depuis 2022 on est deux, donc c'est OK. cool. Avant j'étais accompagnée par des étudiants en alternance. Roxane elle gère toute la partie animation du réseau des partenaires, donc surtout communes, toute la partie réseau, donc Facebook et Insta, la newsletter, et elle fait aussi office d'assistante de rédaction où elle Mmh. relie pas mal de textes, elle écrit aussi. Donc elle a vraiment un poste extrêmement polyvalent. Et moi qui pilote un peu le tout au niveau éditorial. Et après, on a nos rédacteurs. Et la Et à la dizaine de com, rédacteurs, ouais, là, on n'est pas 10 en ce moment, on est 5 ou 6, mais ça suffit. ça On gère suffit et bien. mine de rien, ça fait quand même c'est une part importante, j'imagine, du budget, Ouais, le budget dédié à la production de contenu, heureusement qu'on arrive à le maintenir d'une année à l'autre. Donc, c'est pas forcément des budgets menacés par des grosses coupes mmh. budgétaires, parce que justement, grâce au CRM, on sait aussi la force de frappe en termes de vente qu'on a. On ne sait que depuis cette année, mais Tu as des ratios, des chiffres, tu sais ou sur justement les ventes que ça a donc du coup sur la partie billetterie? ouais, oui, bah, en fait, ça c'est à nous hein, à la dernière, on va dire la dernière relecture qui porte sur le maillage Pour interne envoyer vers ouais. et des liens traqués qui renvoient vers notre site e-commerce. Ouais, on a fait de très beaux chiffres et je pense qu'on les fait depuis très longtemps, mais on ne le sait Et pas. tu le savais pas? Eh ouais. Donc le contenu est toujours oui, très porteur pour vendre derrière des expériences, des visites. Sur un air de Bordeaux, ça reste à la marge. On le sait plus précisément pour la newsletter parce que
on glisse de temps en temps une visite. Donc, on est aux alentours de 6 000 € à l'année de chiffre d'affaires de visite. À savoir que notre offre locale, c'est des balades guidées à 8 Ouais, donc euros. ce que j'allais Donc, j'allais c'est te un dire pour modèle rem ouais, économique ouais. extrêmement bancal. C'est pas du tout une offre qui nous fait vivre. Mais sur Bordeaux Tourisme, c'est des 10 000 à 20 000 euros de chiffre d'affaires. Et Ouais. puis il y a une mission de service public, donc ce qui est encore une fois, aller vendre la visite de Tours en bus rouge là de Bordeaux, pas de problème. D'aller vendre la petite balade guidée à 5 € à Saint-Médard, c'est beau quoi. Là, Oui, et puis tu as le ouais. tourisme aussi. Mm. Avec nous, sur la plateforme de vente, on vend nos produits, mais aussi ceux de nos partenaires. Donc, c'est des chiffres. C'est pas du chiffre d'affaires propre à l'office, hein, c'est un Non, c'est de grand l'apport gâteau d'affaires quoi. partagé. Ouais. Mais je pense que nos partenaires, ils sont tous contents Mm. d'être visibles sur un endroit central où on valorise bien l'offre. Donc ouais, ça marche plutôt bien. Ouais, c'est top. Bon après, faut avoir, il faut peut-être cette échelle d'office-là pour pouvoir faire ce type de projet, parce que 2 personnes à temps plein, une équipe de 5, Oui, et ça puis au reste des beaux service com, projets, hein. on est 8 personnes Ouais, alors c'est et ça, au ouais. marketing, ils sont 3 ou 4 maintenant. Donc on travaille bien sûr étroitement avec le marketing. Et nous, dans notre équipe com, c'est vrai que lui, que tu connais, qui est notre CM, il a vraiment une connaissance très très fine des réseaux et les contenus. On est amené à travailler beaucoup ensemble parce qu'on peut imaginer en début d'année des axes forts sur les histoires qu'on a envie de raconter, mais je ne vais pas les raconter de la même façon sur un aire de Bordeaux, Mm. sur nos réseaux, que lui sur les réseaux de Visite Bordeaux. Mais il y a quand même des collabs qui fonctionnent bien aussi. Donc il y a des publics qui se croisent. Ce que Et j'allais dire, est-ce que vous utilisez la force des réseaux touristiques pour valoriser le local? ça va dans les deux Dans les 2 sens. sens? Ça va dans les deux sens. Et là où j'étais hyper surprise l'autre jour, je voulais savoir qui sont les clients de nos escapades locales. Donc c'est des visites qu'on propose tout au long de l'année au sein de la métropole, qui sont vraiment fléchées clientèle locale, hein. C'est vraiment des balades qui mêlent patrimoine nature, patrimoine bâti, mais aussi rencontres avec les artisans, etc. Et ils viennent beaucoup de Bordeaux Centre, en fait, Ah ouais? parce que le Mais ouais. CRM est assez précis pour nous donner des codes postaux. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et l'autre donnée qui m'a fait vraiment, qui m'a surpris, c'est le nombre de visites guidées qui sont dans notre catalogue classique, Grand Théâtre, les sous-sols du Miroir d'eau, le monument girondin, vraiment des visites touristiques. Et ben, c'est très 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 prisé par la clientèle locale. Donc un habitant, mais ça a toujours été le cas, je pense, sauf On le qu'on s'est savait pas, jamais, mais ou oui. on s'est assez peu intéressé à ce public-là, et on travaille peu, on parle peu de tourisme affinitaire, mais je pense qu'il y a quand même toute une part de marché qui nous échappe parfois. Mais je rebondis, donc Libourne, pour les locaux, c'est à quoi, 20 km de Bordeaux, 20-30, peut-être un peu plus. En tout cas, pas très loin de Bordeaux. Ouais, À l'époque, on avait travaillé, enfin toujours, mais pour eux, sur la vente des croisières. oui. La commande initiale, c'était vendez-moi des croisières aux gens de Limoges, à des gens lointains, je sais plus, mais très lointains. On vendait rien. Je dis, bah, attends, tu vas pas faire 4 heures de route pour faire une croisière, ou alors, c'est pas d'offense, mais tu Tu vas la pars à faire à quelle heure le Bordeaux. matin déjà pour Ouais. être à 9 € au Voilà, ponton c'est ouais. clair. Et puis, à la limite, tu veux te faire une croisière de dingue, dans l'imaginaire, tu vas à Bordeaux, moins à Libourne. Mm. Donc, on a fait ce que tu as dit, on a recentré les pubs que sur des publics locaux. Le monsieur qui gérait le croisiériste, qui avait aussi des bateaux à Bordeaux, disait, j'ai plus vendu cette saison-là à Libourne qu'à Bordeaux. Parce qu'en fait, il n'y a que les locaux qui sont venus. Et tu dis, mais oui, en fait, ça paraît évident une fois qu'on le dit, mais on cherche à vendre Et nos tu vois, visites locales on au public. revient à nos 90% qui sont fiers de Mais ouais, vivre un endroit mais magique. ouais. Quand ils font venir de la famille, ils n'ont qu'une envie, c'est de leur montrer comment c'est beau Mm. chez eux. Et je pense aussi aux étudiants, les étudiants qui viennent à Bordeaux, font venir leurs parents. Mm. Les nouveaux arrivants, ils sont comme des touristes parce qu'ils s'installent, ils ont soif de découverte, ils n'ont pas d'a priori, rive droite, rive gauche, ils s'en fichent royalement. C'est clair. Mais tu peux les envoyer à Mm. Part-en-Pire sans problème. Mm. Et je trouve ça génial parce que c'était aussi là le changement démographique de Bordeaux qui était pour nous plutôt un avantage parce qu'on peut s'adresser à des personnes Et qui sont hyper ouvert là-dessus. hyper Ouais. ouverts, ouais. Mm. Et ouais. Non, ce que tu dis, c'est intéressant. Il y a les locaux, mais il y a aussi
les locaux qui font visiter aux proches. Et Oui. effectivement, oui, tu n'as pas ce frein-là de te dire je vais à Saint-Médard. Au niveau Où, géographie, ils où sont. ça? Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Le... C'est ça que je voulais creuser avec toi aujourd'hui, ce côté, comment on s'adresse aux locaux, Ouais. comment on remet même de la vente auprès des locaux. Pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est un boulot de quoi, de 2017, donc ça commence à faire un petit Mm, moment. Aujourd'hui, on veut le faire en 2024, il faut commencer par quoi? Au-delà de l'offre. mm. Le site, un tout petit site avec beaucoup de contenu, une- vite bâtir la newsletter. Comment tu défricherais le truc pour quelqu'un qui aimerait commencer et qui a l'accord? Bah, bon, on connaît quand même des exemples dans le privé qui ont commencé par la newsletter, je ne vais pas les citer, mais qui ont commencé par des newsletters communautaires et qui ont construit une offre Oui, derrière, pour laisser. Oui, oui. voilà, et Mais c'est qui a intéressant, on peut les fini citer, hein. en tour Mm. opérateur. Mm. Tu vois un peu le cheminement. Donc, je pense que cette stratégie-là, aujourd'hui, dans le marketing, elle fonctionne, hein, si on s'y prend bien, de constituer d'abord sa communauté et de leur proposer quelque chose d'un point de vue commercial, bah, une fois qu'on a vraiment gagné leur confiance aussi. Moi, je me dis, on est en tant que commercial, en tant que vendeur d'expériences touristiques, moi, je me sens hyper droit dans mes bottes parce que je sais qu'on a fourni aussi de l'infoservice pendant des années, on le fait toujours, hein, on n'arrête pas. Et aujourd'hui, ce qu'on a à vendre, c'est la connaissance, en Mm. fait. C'est des guides conférenciers qui racontent le territoire et qui t'ouvrent parfois les yeux aussi sur le passé, que tu connais peut-être mal de ta commune, ou qui abordent voilà, des thématiques aussi variées que les essences d'arbres rares qu'il peut y avoir quelque part. Donc je me dis, c'est vraiment une expérience mais qui vaut ce prix-là, qui fait aussi vivre un métier, Mm, mm. parce que les guides, ils ont quand même été très mal en point après le Covid. C'est un métier très précaire, hein, tout comme les rédacteurs. C'est pour ça que parfois je suis contente qu'on ne soit pas 10, parce qu'il faut partager les gâteaux. Et je me dis, bah, il vaut mieux que chacun ait à manger sur l'année. Et j'aime bien travailler avec ces gens-là. Donc, et après, par où commencer? Je pense que la clé, c'est vraiment la communauté. Donc ça, c'est forcément la newsletter, les réseaux, tout ce qui peut nous amener à les rencontrer, mais aussi la rencontre. On parle quand même de proximité. Donc nous, on a très vite commencé à s'incruster à des festivals. C'est-à-dire, chaque année, on va à des salons de livres, on va à Échappée Belle, des festivals familiaux, et on pointe notre petit stand et on va raconter, on va papoter avec les gens. Le stand Un air de Bordeaux? Ouais, Ah, tu l'as c'est pas bête. jamais vu. Mais non, je ne l'ai pas Non, vu. on va depuis tout le début, on va à Lire en Poche, à Gradignan, à Échappée Belle, en été au Tour de France, on va beaucoup on est allé à l'Escale du Livre, tu vois, tous ces moments-là qui drainent quand même beaucoup de métropolitains. Il y a un Nordic Walking, c'est un événement de marche nordique qui revient la deuxième année. Là, on y va, tout ce qui est pratique outdoor, etc. Et ça, mine de rien, quand tu le chiffres, c'est assez faible parce que tu vas avoir sur un événement métropolitain qui dure un week-end, tu vas faire 150, 300 échanges, contacts et encore récupérer des adresses mail à une centaine, 150. Mais ces gens-là, ben, tu les as rencontrés, Mm, tu as mm, mm. discuté avec eux, c'est pas du tout le même rapport. Donc, je trouve que c'est faire peut-être dans la dentelle. Ça peut donner l'impression que c'est beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, mais c'est des moments cruciaux. Bah, j'aime ce que tu dis, parce que c'est à contre-courant total de ce qui pourrait se faire par défaut. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voit, c'est on veut faire un site sur lequel on passe 4 ans à imaginer l'ergonomie. Et puis à la fin, on écrira 3 contenus parce qu'on n'a plus de budget. Parce que. Mais toi, ce que tu dis, c'est non, 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 non. Faisons une newsletter. Le site, à la limite, on le sort après. Allons rencontrer les gens. Comme tu dis, en plus, c'est pas des salons qui se vendent. Enfin, comment dire, les stands dans ces salons-là se vendent pas vraiment très cher, j'imagine. Ben, nous, on est invités. En plus, voilà. On Donc, est pas. Après, quand moi je parle de tout ça en tant qu'exemple, il faut vraiment se dire que c'est un peu la position royale où je dois rendre les comptes très peu, j'ai une liberté éditoriale totale, chaque année on nous donne un bon budget, on est soutenu par la politique, l'offre guidée qu'on a mise en place, c'est pas grave, si elle n'est pas rentable les premières années, on est un peu
décorrélé de la réalité. Non, mais vous êtes d'un... les startups aimeraient avoir votre place, quoi. Ouais, De mais c'est pas du tout les l'argent, mêmes non, mais contextes. bien Donc évidemment. j'ai du mal à me positionner avec ce qu'on a fait un peu en tant qu'exemple parce que c'est vraiment un contexte hyper favorable et, euh, et aussi une équipe de 8 personnes en service communication. On travaille main dans la main, Mm. c'est-à-dire le boulot qu'on fait pour Nat Bordeaux, il est valorisé par ma collègue à la presse. Il est valorisé par Luc sur les réseaux, il est valorisé par Céline dans les éditions. C'est, c'est un ensemble, en fait. Donc, ouais, c'est beaucoup, beaucoup de personnes quand même qui sont à la manœuvre. Mais tu crois pas qu'on peut le faire à une échelle un poil plus petite? Avec peut-être moins de résultats, mais avec un impact aussi J'essaie de important? trouver des exemples parce que j'ai quand même une petite veille. Mais je trouve d'ailleurs que parfois les petites destinations touristiques font des choses les plus intéressantes. C'est là qu'on voit parfois un peu des trucs audacieux. Bon, on s'est dit, tiens, ça, on aurait aimé le faire, mais on n'avait pas le T'as culot. des exemples comme ça Ben, c'est l'Entre-deux-Mers qui était précurseur dans la carte pour les locaux. Je me souviens plus comment elle s'appelait, mais la rurale, ça s'appelait, je crois. Et ils avaient aussi très vite identifié ce potentiel pour leur territoire de constituer une communauté locale et ils ont proposé cette carte, un peu une carte de fidélité. Et j'aimais bien aussi l'initiative c'était l'Entre-deux-Mers aussi, je crois, qui a mis en place une espèce de sac à dos que tu peux aller C'est emprunter. l'entre-deux-mer. Ouais. Mm. Tu vois, des petites initiatives comme ça, je trouve que c'est souvent hyper intéressant. Là, la Normandie a mis en place un système de récompense pour les visiteurs qui viennent en train, qui Ah, je ont l'ai vu passer. chez un réseau de partenaires 10%. Mm. Et je pense que voilà, ce système d'encouragement sur les bonnes pratiques, c'est quelque chose qui existe beaucoup dans les pays du Nord, mais qui va venir de plus en plus aussi en France. Et tu vois, on en revient à nos échanges du départ. Est-ce que si on veut, entre guillemets, remplir les objectifs du climat, être dans la sobriété, est-ce que finalement, toutes les offices, toutes les destinations n'ont pas le choix que d'avoir cette stratégie-là du local? Puisque à faire venir des gens de loin, de toute façon, qu'on fasse un poste, qu'on soit dans la sobriété numérique ou pas, ça changera pas vraiment la fin au final, plutôt que de s'adresser à des locaux qui, eux, déjà, en venant d'ici, en termes d'empreintes, ont déjà tout gagné finalement. Enfin, on a déjà gagné nos paris. Est-ce que c'est pas C'est complémentaire parce que la clientèle locale, elle est là toute l'année. Mm. Donc, elle peut permettre de boucher un peu des trous en basse saison et elle revient. Parce que quelqu'un qui a aimé la visite à Talence, il va peut-être avoir envie de faire celle de Bouliac et de Florac. Donc, c'est vraiment, ils consomment différemment. Après, c'est une brique de la stratégie durable de l'Office. C'est une brique importante. C'est une brique qui nous positionne bien sur le GDS Index, on le sait. C'est très apprécié par ces index à l'échelle internationale sur l'engagement durable des destinations. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est un atout pour nous de l'avoir anticipé et d'avoir cette communauté très tôt. Après, oui, on a une influence sur le comportement du visiteur parce on peut lui fournir l'info, par exemple sur les transports. On le sait, hein, c'est 69%, je crois, des émissions de gaz à effet de serre qui sont émises par la France en tant que pays touristique reviennent des mobilités. Donc, 60% viennent des mobilités? plus J'ai pas le chiffre. 69%. Oui. Bon, on peut voir les chiffres à jour sur le site de l'ADEME. Et je me dis, bah, tant qu'à faire, on commence par ce levier-là, quand on sait que c'est ça qui Mais pèse oui. le plus lourd. Mm. Donc, on a aussi réduit ou presque arrêté la promo auprès de beaucoup de marchés lointains. Parce que on ne peut pas dire à la fois, il faut rendre le voyage plus sobre et faire des grosses opérations de promotion auprès de la clientèle américaine ou canadienne. On le fait toujours un peu ponctuellement, parce qu'on ne peut pas s'en passer. Et puis parce qu'on a tous encore envie de voyager, même en 2030. On le fera différemment, j'en suis sûre. Mais oui, c'est toute une histoire d'équilibre, je pense. On cible beaucoup plus les marchés européens qui ont des liaisons en train. Mais là, en tant qu'office, tu te poses la question, quelle est la durée d'un voyage de train que tu peux supporter, que tu peux promouvoir sans attendre un effort énorme? 7-8 heures dans le train, c'est déjà beaucoup, tu vois. Entre guillemets, pour un court séjour en plus. Ouais. Et on a fait la carte. Je trouvais ça intéressant de l'avoir, la carte. Quels sont
les destinations de départ, les villes de départ où tu peux partir à Bordeaux en train en faisant moins de 8 heures de train. Et franchement, il y en a quand même un paquet. Mais il faut être en forme, hein, il ne faut pas être une famille de 7, il faut choper des billets pas trop chers. Il y a encore du chemin à faire. C'est clair. Mais oui, cette stratégie-là, elle a complètement changé. Alors ça m'intéresse. Je veux vraiment t'interroger là-dessus rapidement parce que Oui, je vois que ça dure, ça ouais, dure, ça ouais, dure, mais c'est ouais. intéressant. Vous êtes cité vraiment. Alors, vous êtes cité pour beaucoup de choses, mais vous êtes cité pour comment vous avez réussi à, à- à vous développer auprès d'un public local. C'est ce qu'on vient d'évoquer. Et puis le durable, bah, c'est lié, hein, mais c'est quoi les actions que vous menez là-dessus pour le côté un peu plus durable, écotourisme, si tu les as comme ça en tête pour m'en faire une petite liste et qui peuvent aider ceux qui nous écoutent. Alors sur la partie tourisme de proximité, c'est drôle, tu vois, parce que personne va dire je veux faire du tourisme durable et personne va dire je veux faire du tourisme de proximité. Donc c'est les choses qu'on fait tous, Mm. mais on ne les dit pas comme ça. C'est pas marketé, quoi. Et dans le marketing, moi, je suis pas non plus fan de le mettre tant en Mm. avant en disant te balader en tram et en bus parce que c'est mieux pour la Mm. planète, mais plutôt jouer sur le côté plaisir aussi. Donc c'est déjà dans la façon d'amener les choses, d'embarquer par une envie, quelque chose de positif et jamais le doigt levé. Et après, on a à l'échelle du tourisme de proximité, très honnêtement, on n'a pas de stratégie durable propre à cette brique-là parce qu'elle, c'est une pédagogie Et puis elle l'est en soi. elle est en soi, elle Mm. est par défaut. Mm. Donc ça, on n'a même pas à le faire. À l'échelle de l'office, il faudrait que tu invites mes collègues du service développement durable la prochaine fois, qui t'en parleront beaucoup mieux. Ça se joue énormément au niveau de l'accompagnement des partenaires. Ok. Parce qu'on a quand même beaucoup d'adhérents qui sont hôteliers, restaurateurs, prestataires loisirs, qui se posent presque tous la question Presque tous, tu le sens, comment ouais. est-ce que je peux réduire mon impact environnemental, et ça se joue au niveau des démarches de labellisation. Donc nous, on a un service dédié qui accompagne ces prestataires-là dans l'acquisition des labels. Et ça, c'est pareil, un travail de longue haleine avec du budget dédié. C'est beaucoup clé verte, écotable. Mhm. Tu vois, maintenant, il y a quand même, on sait à peu près quels sont les labels qui sont fiables et qui ont un vrai impact. Donc ça se joue énormément au niveau de l'accompagnement des, euh, des prestats. Après, ça se joue côté communication aussi sur les choses qu'on ne valorise pas, qu'on ne dit pas, tout simplement. Là où à l'époque, quand il y a une ligne low cost qui a ouvert avec telle et telle ville, on leur a fait l'OP avec la compagnie. On fait plus ça. Mhm. Donc ça, la question, je pense que c'est aujourd'hui plus qu'est-ce qu'on fait plus pour x, y raison, qu'est-ce qu'on fait moins, parce qu'on devrait tous aller un peu vers là. On y va, tu penses vraiment? Je pense que ça prend du temps, mais j'ai un peu envie d'y croire, quoi. Ouais, je pense. Mais tu as l'exemple du pouvoir du marketing. L'autre jour, je regardais une série. Ils n'arrêtaient pas de fumer dans la série. Ça jouait dans les années 50, 60. Et je me disais, à l'époque, le marketing ou la pub avait le pouvoir de changer à tel point le comportement des gens que tout le monde clopait, tout le monde fumait comme des pompiers. Et aujourd'hui, effet inverse. On a eu quand même des campagnes choc, on a eu des campagnes de communication chaque année, effet inverse. Tu vois, donc ce message qu'on porte, il peut avoir un impact positif. Mais oui, il y a du chemin à faire, mais tous les offices, je trouve, sont quand même bien engagés. Quand on regarde à l'échelle de la région, quand je vois ce qu'a fait le CRT en termes de voyage bas carbone, là, on a participé aux universités du tourisme durable, et quand je vois tout ce monde réuni, je me dis oui, forcément, on va faire bouger les lignes. Mais oui, il faut trouver cet équilibre entre le plaisir et ce besoin aussi. C'est un besoin de dépaysement, l'émerveillement, tout ça, on en a besoin, c'est vital. Tu vois, on en revient à la question d'algorithmie où je pense que la pub a toujours le même pouvoir d'influence. Effectivement, là, ce que tu me dis sur les cigarettes, c'était les équipes de Marlboro qui, à l'époque, les hommes fumaient tous comme des pompiers Mais et c'est les pas les femmes femmes. beaucoup. Ouais, Et, et ils ont rendu la clope cool, notamment dans les films, en ouais, faisant fumer les femmes. ouais. Donc forcément, tu vois Chic ça, et rôle cool. modèle. Bah ouais.
Ouais, exactement, Ouais, pas la femme, cigarette au bec, non, ouais, chic et chic, élégant, vraiment. ouais, ouais, Et bah, tu vois, maintenant, les femmes, je crois, ont rattrapé les hommes, entre guillemets, malheureusement, dans le ouais, taux de tabagisme. Et donc, c'est pour ça que je me dis même, alors aujourd'hui, peut-être moins la pub télé, mais même tous les réseaux sociaux peuvent avoir, je me dis, on peut se servir de cette influence des réseaux en tant que communicant pour un peu décaler les ouais, usages. ouais, Et ouais. on le voit, moi, pas mal de jeunes à l'agence qui ont pas les mêmes usages que nous. Je suis pas vieux, mais un peu plus qu'eux. Ils n'ont pas le même lifestyle, pas les mêmes usages, mais parce qu'aussi, je pense que les codes, les réseaux sociaux leur montrent autre chose que ce qu'on nous a montré, nous, à la télé, quoi. Oui, ouais. Et des codes plus, des vies plus saines, plus de lecture que nous, hein. Donc, je me Assez dis, critiques dans mm, leur consommation aussi. Ouais, aussi, donc, ouais, ouais, ouais. ouais. Donc, je me dis, ça peut aider, ça peut Je aider. te donne, après j'arrête parce que j'ai beaucoup parlé, mais juste un Bah, exemple c'est le but, hein. d'influenceurs parce que je parlais des choses qu'on ne fait plus. Et c'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'influenceurs qui nous écrivent en tant que destination et qui veulent venir à Bordeaux pour x, y raison. Et c'était un couple d'Espagnols, je crois, qui se vendait sur le papier comme un influenceur hyper écolo. Et je fais exprès d'utiliser le mot écolo. Et qui venait pour faire du vélo. Ils voulaient que des activités, le restaurant labellisé, etc. Donc, très bien. Et après, j'ai regardé leur feed. Et en fait, ils étaient dans une autre ville européenne tous les week-ends. J'ai trouvé ça génial comme exemple parce qu'ils se vantent vraiment d'appliquer les codes du voyageur vertueux par excellence sur le terrain, oui, mais bah non, en fait, il bougeait incroyablement Mm. en avion à chaque fois. Donc tu te dis non, mais il y a aussi au niveau influence, il y a Mm. vraiment, ouais, il faut que les codes les changent rapidement parce que c'est une grosse machinerie. Ouais. Mais c'est paradoxal, hein, tu vois. Et promis, on finit là-dessus si tu veux. Mais oui, je me souviens, Covid, on disait il va falloir 10 ans pour que l'aérien reprenne son. Bah, c'est déjà le cas en Pas du fait. tout. C'est- Ouais, tout le monde avait très envie de se rattraper. c'est- et ça continue de grandir. Bon, quand tu Ouais, vois les billets dont jamais. Le prix des billets, c'est ce que diminuer, non, je pense qu'on est. Tout le monde en a conscience, mais bon, c'est l'énième sujet, hein. Tout le monde en a conscience, mais ouais. c'est dur de faire changer, hein. Et ouais, quand tu as la population à l'échelle mondiale, on est très nombreux à Mm. partir en vacances. On est très peu nombreux à partir en vacances en Mais avion. Donc c'est vraiment une partie très mm, privilégiée qui prend beaucoup l'avion. mm. Mais ça va arriver aussi dans les consciences. On le sait que nos voisins scandinaves, ils ont même un terme pour ça. Donc je me dis, aujourd'hui, ça dépend. Il y en a qui sont encore très fiers de dire qu'ils partent Mm. au printemps au Thaïlande et à la rentrée à La Réunion. Je pense qu'on va être de moins en moins nombreux à afficher nos pratiques de voyage comme ça. Bah, il y avait ça. Et c'est vrai que fut un temps, il y avait un peu cette. Fierté. Alors, cette fierté qui, après, on le disait moins, et j'ai l'impression que là, je sais pas, le Covid ou les gens en ont marre, mais on le redit un peu plus qu'avant. Ou alors on tape un petit peu moins sur la tête de ceux qui le font, je sais pas. Ouais, je pense que ça sert pas à Mm. grand-chose de taper sur la tête de ceux qui le font, mais plutôt inspirer en tant que bon Mm. modèle Ouais, et bah aller oui. voyager Mm. plus à Saint-Vincent-de-Paul, à Venez, Saint-Médard-Rogel on a un et super gîte à louer, donc venez à Saint-Vincent-de-Paul. On ah, verra. il est à Saint-Vincent, le fameux gîte? Alors, long sujet. Oui, ok. Non, on peut en parler. Non, Une autre fois. mais on a fait l'inverse. On vivait à la campagne, on est venu en centre-ville, mais marché immobilier étant ce qu'il est, nous n'avons pas vendu la maison. Donc, on l'a mise sur Airbnb parce que ce qu'on va faire avec le gîte, à le vendre nous-mêmes, on pouvait pas le faire sur la maison, on Ouais. n'avait pas de temps. Mais donc, on vend cette expérience de nature aux gens. T'es à 25 minutes de Bordeaux, on est dans le Marais, Ouais. de Mais tu sais que Saint-Vincent-de-Paul. cette offre-là, on la recense aussi parce que quand tu as envie de faire tout le tour du GR, par exemple, bah, tu es obligé de dormir quand même à Ah, un moment donné. et la Et maison ça, était c'est louée intéressant tout de l'été, savoir. Bah et oui. par des gens qui voulaient un petit brin de nature. Et aux À- portes de la ville. Mm. Exactement. Donc tu vois, on va arriver à le promouvoir ce Saint-Vincent-de-Paul. Est-ce qu'il y a des questions que je ne t'ai pas posées? Oui, plein, hein, il faut qu'on se revoie, je crois. Bon, je pense que c'était assez complet, ouais, on a parlé de beaucoup de choses. Mm. J'en ai une dernière, et Vas-y. j'aimerais que tu me dises qui je devrais inviter pour un prochain podcast, selon toi, pour parler de ce sujet-là qui te tient à cœur, ou un autre d'ailleurs, hein. De la proximité et de la découverte Mhm. du chez nous. Bah, peut-être mon collègue Dominique, bah, c'est grâce à Dominique qu'on a le GR. Donc, c'est quelqu'un avec qui on bosse beaucoup
Il est responsable itinérance à la métropole et c'est lui qui connaît par cœur Tous les sujets. tous les sentiers, que ce soit de rando ou de vélo. Et avec qui on est allé beaucoup sur le terrain aussi avec Roxane. Et j'avoue que voilà, ces moments-là, c'était la partie très agréable de notre métier. Et ouais, on a découvert des sites comme à Parempire, le marais d'Olive, par exemple, qui est un marais aussi. On s'est baladé et voilà, c'est cette expérience-là. Je pense qu'il pourra bien en parler aussi de cette expérience nature assez insoupçonnée, en fait, qu'on peut avoir en un coup de tram Et ben, en avec bus. grand Et plaisir. si j'ai d'autres idées, je te dirai, mais je ne suis pas toute seule quand même à porter Non, ce la région aussi sujet-là. pas mal. Nos rédacteurs, la région, beaucoup. Nos rédacteurs aussi, il y en a qui ont vraiment développé aussi leur com autour de ça. Donc ouais, je suis même en train de créer un petit cluster tourisme de proximité à l'échelle nationale avec d'autres métropoles, parce qu'on se pose quand même un peu tous la même question, on rencontre les mêmes difficultés. Moi, j'ai envie que le sujet prenne un peu plus de poids. Et bah, tu vois, tu vois, on peut même en finir là-dessus. C'est magnifique, parce que vraiment, je pense que toi, toi, au travers de la métropole bordelaise, je pense que vous pouvez faire, vous le faites déjà un peu, hein. Ce côté rôle modèle pour d'autres. On me parle beaucoup de vous, donc c'est génial et j'étais ravi que tu puisses en parler, même si j'ai envie de te poser plein de questions, mais je vois que le temps file. Ben, si tu veux, peut-être que d'ici là, l'épisode sera sorti ou pas, mais si tu veux, on pourra, ce fameux cluster, s'il y a un groupe WhatsApp ou que sais-je, on pourra le mettre en lien, ou une page, je ne sais pas d'ailleurs, tu me diras. Et en tout cas, un grand merci parce que on vous entend beaucoup, enfin, on entend beaucoup ce que vous faites, mais très peu la parole sur le temps long pour l'expliquer. Donc, un Et grand aussi les merci. podcasts, hein, ça c'est un Ah, super canal. ouais, je pense, c'est pour ça que moi, je suis pas fan des podcasts qui durent 10 minutes, parce que c'est que questions-réponses. Là, le temps long te permet vraiment de rentrer dans Voilà, les on a pris sujets. le temps de discuter. Oui, effectivement, effectivement. Un grand merci. Avec plaisir. Et puis, bah, peut-être à un prochain épisode, hein. Ouais, pourquoi pas. Merci beaucoup. Ciao. Merci, ciao. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous demande de le partager et de mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Et surtout, retrouvez-nous sur le site des compteurs pour nous briefer sur un projet marketing, communication ou branding. À bientôt.